vraiment les meilleurs joueurs de la discipline, et une discipline qui commence bien vraiment à être de plus en plus présente dans le paysage handballistique français, et la personne qui est à mes côtés pour commenter cette rencontre, Jérôme Roland, y est pour beaucoup. Salut Jérôme. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Jérôme, on est ravi de t'avoir parce que bien on te connaît évidemment en tant qu'arbitre international, arbitre de handball traditionnel, on va dire, mais on va surtout, moi je suis vraiment surtout à assister à tes côtés, bien sûr. Bien, comment s'est fait toi la bascule, comment tu as eu cette envie de pousser cette discipline? Alors après, pour les personnes qui prennent, ils vont regarder et puis ils vont être tout de suite conquis. Mais toi, au début, avant que tout ça soit mis en place, comment tu as arrivé vers cette discipline, et comment tu l'as poussé au plus haut en France? Donc déjà j'ai commencé à arbitrer quand les Barjots ont fait leur première médaille au JO de Barcelone. Donc j'ai aussi suivi tout leur parcours. J'ai aussi suivi quand l'été ils se regroupaient pour jouer ensemble le fameux sandball. Oui. Voilà. Et dans les années 2000, donc le beach handball a vraiment pris au niveau international, sauf en France parce qu'on avait ce sandball. Et il y a la fédération internationale, le HF, fédération européenne, qui a demandé à la fédération française de présenter des arbitres pour passer arbitre international de beach handball. Et du coup, le responsable à l'époque, Jean Lelong, a pensé à nous, mon frère et moi, puisqu'il savait qu'on faisait des tournois de handball dans le sud de la France, en Catalogne. Et puis, on se retrouve avec mon frère en 2002 à partir en Turquie pour un stage où tout le monde parlait anglais, où c'était un sport où les règles, c'était tout nouveau pour nous. Donc, on s'est de suite pris à ce jeu très fun. On a essayé de travailler notre anglais aussi, même si c'est un peu difficile. Et on se retrouve l'année d'après à faire le premier championnat d'Europe en Turquie. Et du coup, après, on enchaîne tous les étés, championnat d'Europe, championnat du monde. On enchaîne jusqu'en 2008. Donc, pour raison professionnelle, on arrête notre carrière en beach handball. Et 2008, plus rien en France non plus. Et 2016, je reçois un coup de fil de Jean-Louis Guichard, le président du comité des Pyrénées-Orientales, qui me dit Jérôme, j'ai besoin de toi pour monter le beach en France. Et du coup, on se retrouve avec Eric Quentin, donc quand même créateur du sandball. Voilà, ouais. tout à fait. Et Michaeles, qui est ici, qui joue avec les All-Stars. Ouais. On se retrouve tous les quatre, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour monter vraiment le beach en France? Donc premier stage Montalivet en 2016 avec des joueurs professionnels, des joueuses professionnelles. Valérie Nicolas, voilà, Patrice Annonay, gardien emblématique, Rémi Desbonnets bien sûr, qui a fait une fantastique carrière en beach et qui maintenant est au JO. Donc voilà, ça commence à prendre, ça a pris au début, et puis là, de plus en plus, ça prend en France, c'est vraiment chouette. Je vais parler tout à l'heure, on a parlé en aparté de Châteauroux, avec vraiment une compétition Coupe de France, et puis chez les jeunes aussi, parce que le salut, pour exister dans des compétitions internationales, passera chez les jeunes. Je pense que Ah, évidemment, c'est le premier étage de la fusée, comme on dit. Et c'est vrai que là, bien, finalement, quand je savais que j'allais commenter à toi, j'avais cette question qui me venait, c'est que toi, ça doit être un moment particulier, même si pour l'heure, on dit bien le soleil n'est pas avec nous demain, à partir de demain, et lundi, ce sera mieux. Mais au-delà de cet aspect météorologique, le fait d'avoir ici à Créteil ce qui se fait de mieux sur la planète beach handball, c'est quand même quelque chose qui doit quand même te rendre très fier d'avoir réussi à avoir ça devant tes yeux lorsque tu étais au départ de l'aventure. Écoute, t'en parles, j'ai des frissons. Ouais. C'est vrai que il y a eu quand même une petite déception, c'est quand ils ont annoncé les nouveaux sports qui rentraient aux Jeux Olympiques avec le breakdance et le skate. Du coup, on a été mis de côté. Bon, ce n'est que partie remise, j'espère, même si on ne sera pas au JO de Los Angeles. Et du coup, quand on m'a annoncé qu'il y aurait un showcase, et en plus pendant les Jeux Olympiques de Paris, et en plus ici en face de la Maison du Hand sur la fan zone de Créteil, ben waouh. C'est vraiment énorme, hein. On en prend plein les yeux depuis ce matin.
Et ça devrait être encore plus spectaculaire lorsque le ballon va moins glisser des mains, lorsque les équipes adverses vont encore plus se connaître, parce que on a des joueurs de diverses nationalités, des Danois, des Brésiliens, un Iranien, Croates aussi, Américains, Hongrois. Bref, des joueurs qui se connaissent pour s'affronter. Mais là, on a fait un petit melting pot, un best-of des joueurs. Donc, les équipes de France filles et garçons, et puis 3 autres équipes. Et donc, tout ce petit monde va s'affronter tout au long des 3 jours. Donc là, si vous nous rejoignez, eh bien, on essaiera de glisser un petit peu l'aspect règles et on essaiera de pas être trop redondant pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Mais voilà, on a ce coefficient de spectacularité qui est quand même assez important dans cette discipline. Et là, le coup d'envoi dans quelques instants avec l'entre-deux, avec Axel Deschamps là, qui aura fort à faire, avec un grand gabarit en face de lui. Donc Andrew, qui est américain. Le ballon qui a été remporté par l'Américain, parce que déjà on l'a vu avec son équipe du Gazalec Ajaccio, la sélection Corse, Axel Deschamps perdait pas souvent des remises en jeu, et là les premiers points inscrits par la team Draco, par le spécialiste. Donc Martin Wiltrup, qui est vice-champion du monde. Eh bien voilà, on a parlé tout à l'heure, on était avec le papa, on était avec Eric Quintin, c'est le fiston spécialiste. Donc, vous l'avez vu, le maillot de la même couleur que celui du gardien, c'est le spécialiste. Lorsque il marque, ça compte 2 points. Et là, oui, on s'appuie beaucoup sur le pivot américain Andrew Dunlin. Et je profite quand même aussi de t'avoir à mes côtés, Jérôme, pour insister, parce qu'on l'a évoqué, bien entendu, mais j'aurais tort de m'en priver avec toi, bien sûr, sur cet aspect fondamental que sont les arbitres dans cette discipline, parce que on parle de fair play, on parle de bon état d'esprit. Eh bien, ça va aussi dans la relation avec les arbitres, même si, eh bien, les décisions, elles sont fines et toujours difficiles à prendre. Oui, tu as raison, Jocelyn. Ça va vraiment très très vite. Et du coup, il faut prendre cette décision très très rapidement. Et malgré des fois où on peut avoir un mauvais angle qui va faire qu'on va pas prendre la bonne décision, derrière, on a la chance d'être au beach handball, d'avoir que les joueurs sont super fair play. Il y a vraiment un très très bon esprit. On voit souvent d'ailleurs, tu l'as vu, les joueurs qui se checkent avec les arbitres. Donc cet esprit-là fait que ça va, c'est un tout. C'est spectaculaire. C'est vraiment très très agréable à arbitrer. Ouais, et agréable à regarder aussi Tout à fait. pour les spectateurs là, qui sont venus braver la pluie, parce que là on a vu un très joli but du spécialiste Martin Wilskruur. C'est désaxé pour venir finir, et l'intervention du gardien hongrois Laszlo Nai. Alors on a beaucoup insisté sur avec Eric lors du match précédent, lui qui évidemment milite pour que les clubs acceptent bien de libérer des clubs pro, parfois même acceptent de libérer des joueurs ou joueuses. C'est le cas, on sait qu'Hélène Falcon, gardienne de l'équipe de France, évolue en D2F. On l'a connue en LFH avec Lourdes Péage, avec Mérignac notamment. Là, on a bien sûr un des vieux routiers du circuit, Benjamin Gallego, le numéro 4, que l'on a connu à l'USAM, à Nîmes. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment, quand on dit multi-casquette, joueur, il a même été arbitre, passé un temps avec son pote mais frère, il est même. toujours arbitre. Ouais, Julien Rebuchon. Ouais, il y a la fédération qui a mis en place une structure là pour les anciens joueurs de haut niveau. Donc Benjamin avec Julien Robichon font partie de ces arbitres-là qui travaillent avec la Fédé et qui, après leur carrière de indoor, après la grosse carrière de indoor, notamment à Nîmes, vont officier en qualité d'arbitre sur le championnat français. Là, je vais venir te chercher, Jean, parce que là, on avait vraiment une belle séquence qui était initiée par ces joueurs de la team Draco, mais défensivement, il y a eu du répondant avec ce contre dans les règles de l'art. Tout à fait, super contre, c'est Alexis Gilmet qui contre, encore une fois. Il fait vraiment un très très gros travail en défense, en position centrale, en position numéro 3, Alexis. Et avec Benjamin à côté qui sait tout faire, il y a vraiment une très très grosse défense. Si on rajoute en plus Axel Deschamps, il y a vraiment une très très grosse défense. Ouais, Axel Deschamps, on a parlé tout à l'heure de la spécificité des runners, en tout cas avec son équipe corse qui attaque et défend.
Donc ça demande de la condition physique, et puis aussi des aptitudes dans la spécificité d'attaquer et de défendre. Là, on tente et réussit ce kung-fu. Ouais, très bon, cet ailier gaucher. Voilà, qui est champion du monde, un habitué des compétitions internationales et qui est tout le temps présent et qui est vraiment très spectaculaire. Imaginez, on a déjà vu ce matin de Croates ultra performants avec vraiment Mancic de mémoire. Et donc là, c'était Lucian Bura, l'autre Croate. Trois joueurs croates, 3 champions du monde quand même. 3 champions du monde qui sont présents durant ce showcase. Et là, il y a un contact, très clairement. Comment on juge, comment on appréhende ce genre de situation qui arrive finalement assez souvent? Donc déjà, le beach handball, c'est un sport sans contact. Donc c'est ce qui permet d'avoir toute cette spectacularité, ces jolis gestes, ces jolis 360, ces kung-fu. C'est ce qui fait aussi qu'on a des joueurs en attaque qui se sentent en sécurité et du coup qui tentent énormément de choses. Et du coup, on a vu là, c'est Aurélien qui tente un 360 et le défenseur central qui essaye de le contrer et qui lui touche la main. Donc de suite, les arbitres sifflent un penalty. Voilà, au beach handball, on est vraiment sur la priorité à l'attaque. Et autant on avait vu et on s'en était félicité avec Eric de voir les filles remporter le premier set face à la sélection All-Star et perdre finalement seulement au shootout. Autant là, c'est plus compliqué parce que les échecs, les pertes de balles sont immédiatement sanctionnés parce qu'en termes de réalisme, bien, on a une équipe de Draco qui ne rate presque rien. Avec une super gardienne de notre gardien hongrois, numéro 9, qui vraiment arrête énormément. Ouais, bonne défense d'Axel Deschamps. Le ballon a été récupéré. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, mais là, on aura vraiment l'illustration exacte. Si l'écart reste, et en tout cas, si l'équipe Draco s'impose dans ce premier set, eh bien, on fait table rase, on repart à 0 sur le deuxième set. Ça, c'est aussi la particularité, parce que tu connais le hand indoor. Lorsqu'on est à moins 7, moins 8 à la mi-temps, difficile de revenir, alors que là, eh bien, on peut se refaire. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport, parce que vous passez à travers d'un premier set, comme ici, c'est vrai que ça fait un peu lourd, 14 points d'écart. Et du coup, comme tu le dis, on fait table rase sur le second set et on se retrouve souvent l'équipe la plus forte qui baisse de régime et on peut aller au shootout très facilement. Donc rien n'est perdu pour les Français. Allez, Horace, pour Axel Deschamps, c'est difficile parce que là, on a l'impression, et pour autant, pour avoir même vu les deux autres équipes, bien qu'on ait même l'un des meilleurs joueurs de la discipline, si ce n'est celui qui est considéré comme tel, Bruninho, le Brésilien. Là, on a vraiment une équipe très solide parce que bien que costauds, ils sont mobiles, ils ont vraiment une bonne fluidité dans leur transmission. Ces joueurs de la team Draco. C'est vraiment des joueurs qui savent tout faire et même s'ils jouent pas ensemble toute l'année, ils peuvent se trouver dans n'importe quelle position. Et tu parles de Bruno qui pour moi est le meilleur joueur du monde. Dans toutes les positions, il peut faire des passes décisives, il sait vraiment tout faire. La bonne défense d'Axel Deschamps et les Français qui ont pas monté ce ballon avec Horace Quintin. Et voilà, ce but et ces 2 points supplémentaires avec Alexis Guillemet. On voit que c'est un très très gros défenseur, mais il a vraiment envie d'aller vers l'avant, vraiment envie d'aller attaquer et vraiment envie d'aller donner un coup de main aux attaquants pour marquer des points. Passe à l'intérieur, ça c'est bien défendu. Oui. Alexis Guillemet associé à Axel Deschamps. Bien joué. Voilà, parler de runner. La bonne défense d'Axel Deschamps qui avait empêché le pivot adverse de marquer. Et sur les secondes qui s'en suivent, la montée de balle. Et voilà, les Français qui viennent de marquer 4 points consécutivement. Et à l'intérieur et à l'opposé, ouais, ça c'est très fort. C'est très fort. Le temps de suspension est très important pour Diogo Ferreira qui a eu le temps de lire et de lober Maxence Galas, gardien de Monaco. Maxence qui a été rappelé, qui est un des premières heures, mais c'est vrai qu'on vous avait eu, on a eu des très bons gardiens. Tu as parlé de Patrice Annonay, Rémi Desbonnets. Là, on a Arnaud Tabaran aussi qui vient d'intégrer. Connu à Cesson notamment, à Créteil aussi, il a joué à Créteil, Arnaud Tabaran, et qui va retourner à Billère.
Tu l'as dit tout à l'heure, on a vraiment besoin de l'appui des clubs, des entraîneurs qui voient que vraiment c'est très bénéfique pour les joueurs en indoor. Et on a vraiment besoin qu'on retrouve des joueurs comme ça de haut niveau qui viennent faire du beach et qui nous permettent de grandir là tous ensemble. Ah, pas en pense pour Lawrence Akekpo et le temps mort pour la team Draco. Oui, c'est difficile. C'est difficile. On voit un petit peu. Eh bien et c'est là aussi hein, le but de ce showcase. Au-delà de vulgariser pour le grand public la discipline, eh bien pour nos équipes de France, eh bien c'est de se frotter à ces joueurs et de voir, tiens, bon voilà là où on est encore perfectible. Ce n'est pas un tournoi, il n'y a rien à gagner, on est juste là dans le bon esprit, la bonne ambiance propre au beach handball, mais également là, cette possibilité eh bien de travailler. Et comme on a pu le dire, eh bien c'est en se frottant à ce qui se fait de mieux, eh bien qu'on essaye de s'en rapprocher. Tout à fait. Et je pense que la seule chose qui manque en France, c'est l'expérience de ces tournois, de ces compétitions officielles. Parce que les savoir-faire des joueurs, on voit cette grosse défense qu'il y a là, qui monte des ballons, qui arrive, et on a une petite période, la dernière minute, c'était beaucoup mieux. Il nous manque vraiment cette expérience des tournois. Tu vois, il y a 15 jours, j'étais à Torox, à côté de Malaga, pour un tournoi EBT qui dure 3 jours. Et le vendredi, il y avait 10 équipes de moins de 12 ans, 10 équipes de moins de 14, ça jouait de partout, en filles, en garçons. Et les moins de 12 ans, ils savent faire déjà des 360, ils savent faire déjà des combinaisons, ils savent déjà tout faire. Voilà. Donc tous ces joueurs-là qui jouent tous les week-ends des compétitions officielles, avec l'expérience qu'ils acquièrent, derrière, après, avec l'équipe nationale, du coup, ils ont plus l'habitude dans les moments chauds, dans les moments clés, de jouer ce genre de situation. Et pour ces équipes de France, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, il nous manque encore vraiment toutes ces compétitions officielles pour acquérir l'expérience. Même si, je pense que tu as dû en parler avec mes collègues, mais Ah, la médaille, exactement. ouais, des U16, la belle médaille d'argent des U16 ouais, qui demande à être confirmée et eh bien, à préparer le chemin pour cette génération à venir. Hein, parce que ça, on l'évoquait avec Marion hein, autant, et puis ça sur Handball TV, on a l'occasion, hein, tout l'été, vous nous avez suivi. On va voir après l'été là en Chine le championnat du monde pour les U18, on a eu les U20 qui ont été champions du monde en Macédoine, on a eu les U20 pour l'Euro en Slovénie, on a toutes ces subdivisions, ces catégories là de U16, eh bien on passe dans cette équipe A. Ça va très vite parce que là on a des jeunes joueurs, jeunes joueuses. Si elles sont prêtes, eh bien elles sont lancées dans le grand bain dans l'équipe A. Tout à fait. Ça peut aller très vite. Allez, Axel Deschamps. Ouais, ça va être validé. But anecdotique, oui, parce que la manche est remportée assez largement par Draco, mais on termine sur une bonne note et en tout cas on termine mieux ce premier set et comme évoqué précédemment, et on va essayer de retenir ce qui a bien fonctionné sur cette fin de premier set pour bien entamer le second. On va recommencer à 0-0. Allez, 5 minutes de break, 5 minutes de respiration. Les joueurs sont à nos côtés parce que oui, il pleut dru. Donc petite pause et puis on revient pour ce deuxième set entre l'équipe de France masculine et la team Draco. À tout de suite.
Face aux violences, Jouer en collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage. l'incivilité, Restons soudés. Face au harcèlement. Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences. Allez, nous sommes de retour pour ce deuxième set entre l'équipe de France et la team Draco. C'est cette dernière qui a remporté assez largement le premier set 22-12, mais l'équipe de France a mieux terminé. Et pour tout vous dire, bien voilà, vu qu'il pleut assez ardemment et nous sommes un petit peu abrités sous un petit chapiteau, bien tous les joueurs de l'équipe de France sont venus pendant la pause être autour de nous. Et on avait ce privilège avec Jérôme d'être avec Paul et ses ouailles pour entendre les consignes. Et dans les consignes, eh bien c'est vrai qu'il y avait cet aspect athlétique. Et il dit allez, continuer parce qu'on va on a mieux fini le premier set. Peut-être physiquement, ça va être mieux. Même si là, le premier but et les deux premiers points ont été inscrits par la team Draco. Horace, Quintin, oui, là pas d'équivoque, la place n'était pas là, pas d'intervalle possible, passage en force. Et ouais, la relance immédiate passe la laser et ça fait déjà 4-0. Ah, et bien voilà, le kung fu qui permet à l'équipe de France de réduire l'écart et sur une belle défense derrière Alexis Guillemet pour le 4 partout. Voilà pourquoi il faut venir se masser dans les tribunes. Voilà pourquoi il faut avoir cette affection toute particulière, Jérôme, pour cette discipline, parce qu'on a été mené 4-0 il y a 30 secondes, ça fait 4 partout dans la foulée. Et Mikaï. Voilà, 2 possessions de balles, ça peut aller très vite. On a vu en 1 minute de 4-0, on revient à 4-4, un arrêt de Max, et puis on a une balle pour passer devant. Du coup, on a la même défense que tout à l'heure en fin de première période. Waouh. Ouais, bien joué, le double kung fu pour la finition de Rasquintin. Ouais, ça a été très bien vu par Aurélien Ambrogini. Cette passe alors qu'il était légèrement excentré. Et j'ai posé la question et ce matin, belle paradis de Maxence Galas.
à Marion et Paul, qu'est-ce qui différencie un petit peu le beach handball européen de sud-américain, que les Argentins, les Brésiliens notamment, eh bien c'est ces petits redoublements de passes. Ben voilà, à force d'en voir, eh bien on s'y prête à faire la même chose et avec succès. Allez, là on est dans un temps fort, il faut savoir surfer dessus parce qu'on vient de leur passer un 6-0 avec une possession à suivre. Et ce désaxé magnifique d'Aurélien Ambrogini. Mais voilà, de 0-4 à 8-4 en un clin d'œil. Parler des spécificités de chaque continent, on peut dire, et c'est vrai que Amérique du Sud, tout ce qui est Brésil, Uruguay, et voilà. Donc on est sur une très très bonne période là. Bonne défense de Benj Gallego et le but cage à cage donc, de Maxence Galas. Du coup, tous ces Brésiliens, ces petits gabarits, ça joue très 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 vite. On a aussi le Portugal qui joue dans le même style, les Espagnols où ça va à 2000. À l'inverse d'équipes comme Danemark avec un peu plus de gabarits, les Allemands aussi où c'est un peu plus posé, mais que ça peut quand même aller très vite. Moi, j'aime beaucoup ces jeux d'Amérique du Sud, ces Espagnols où c'est vraiment énormément de vitesse. Ah, c'était une tentative difficile ici de Mathias Bertrand qui a été contré. Allez. Voilà, encore un but du Portugais qui tourne vraiment très très vite, qui a énormément de temps après pour ajuster son tir. L'intervention prend beaucoup de place. Oui. Andreas Lonay, cette fois-ci sur Aurélien Ambrogini, il est de 2006. Aurélien, joueur d'Aix, pas en d'Aix, hein, c'était évidemment pour ceux qui suivent la LNH, hein, on avait parlé de Mika qui jouait évidemment au PAUC notamment et qui était donc le prédécesseur de Paul Moriou, qui était le coach de l'équipe de France. Oui. Et c'est vrai que pour avoir eu bon nombre de personnes qui se sont succédées à mes côtés à Châteauroux, il y avait vraiment cette récurrence dans la bouche de tous mes comparses, vraiment l'importance de ton activité, de ton action, toi et Mikaï, cher Jérôme, et toutes ces personnes en sont reconnaissants avec Eric Quintin en chef de file. Ah, c'est bien fait, Lorraine Sakakpo. Ouais, Mika était vraiment très, très important dans le développement des joueurs. Il a été aussi capable d'inscrire des équipes, la fameuse équipe des tchatchers, qui permettait d'aller les étés un peu partout en Europe, de drainer autour de lui des profils de joueurs qui maintenant pour la plupart sont passés en équipe de France ou sont encore actuellement en équipe de France. Et du coup, si on a aujourd'hui tous ces joueurs, c'est vraiment en grande partie grâce à Mika. Ah, dommage pour Lorraine Sakakpo avec la sortie autoritaire du gardien hongrois. Et dans la foulée, Diogo Ferreira qui très très efficace. Allez, on a la moitié. Imaginez, on est déjà à la moitié de ce deuxième set. Il s'est passé énormément de choses. Ça va très vite. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Et il semble même, selon certaines indiscrétions, que les membres de l'UHF qui sont là et qui sont partie prenante aussi dans cette organisation ont donné des consignes même. Allez, il faut pas hésiter, les relances, faut pas qu'il y ait de temps. Bon, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette discipline là. On a on nous a soufflé d'aller encore plus vite. Voilà. Je ne vais pas donner tous les secrets, mais en effet, il y a une réunion avec tous les entraîneurs présents dans ces équipes de All-Star. Et voilà, l'objectif et les consignes qui étaient données, c'est d'aller très vite. Et voilà, peut-être un peu laisser un peu de côté la défense sur certains aspects, mais vraiment d'aller très vite et de donner un jeu très spectaculaire. Ah, là, c'est ce qui est spectaculaire. C'était la vitesse là dans la transmission à Mikaï, mais la très bonne défense de Gilmé. Le ballon est toujours pour la team Draco. Ouais, voilà, bien présent. Maxence Galas, parce que Lucian Boura, le Croate, avait tenté quelque chose de difficile. Allez, la passe supplémentaire a bien défendu. Forcément là, il doit vraiment chatouiller les 2 mètres, notre ami américain Andrew Donlin. Boura avec Mikaï. Encore une fois, vraiment on retrouve le Benjamin Gallego que l'on retrouvait en indoor, à savoir le travail obscur mais ô combien important, besogneux là pour toucher juste un petit peu le ballon et gêner à l'intérieur.
On retrouve cette défense un peu qu'on a eue en fin de première période qui va nous permettre de monter des ballons, de récupérer des ballons avec des arrêts de Maxence Gallas. Ça pourrait nous permettre de pouvoir les tenir et pourquoi pas de passer devant pour aller chercher les shootouts. Ouais, pourquoi pas avec cette égalisation de Lorenz Akakpo. On a été patient, on a travaillé côté gauche, l'accélération dans la passe de Horace Quintin pour Lorenz. Lorenz, l'ailier de Vitrolles. Et voilà, une bonne séquence défensive et la possibilité pour nos bleus de repasser devant. Hein, quand je dis nos bleus, hein, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Hein. Là, il y aura encore 4 matchs hein, d'ici la fin de la journée. Et on va pile poil, comme si ça avait été vraiment calculé. On va terminer aux abords de 21h, juste avant pour enchaîner. Et voilà, tout ce petit monde sera réuni ici dans cette fan zone pour voir les joueurs de Guillaume Gilles face au Danemark dans l'entrée en liste des champions olympiques en titre. Allez, Mikaï qui est en tant que spécialiste, donc maillot avec la chose blanche. Son but n'est pas un 360 ni un kung fu, compte malgré tout 2 points. Akekpo encore. Alors, on a besoin de son efficacité au tir. C'est vraiment quelqu'un de très très spectaculaire. On l'a vu hier sur les test matchs pendant les shootouts. Il nous a fait un 360 qui était vraiment très très joli. Donc on a besoin de son efficacité. S'il retrouve son efficacité, voilà encore. Ouais, La défense, ça va. Si on retrouve l'efficacité et que la team Draco perd un petit peu de sa justesse, on est dans la dernière minute 30. La possibilité d'avoir le lead. Ah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Polo, pendant la mi-temps, Paul Moriou, l'entraîneur de l'équipe de France, a dit ils sont cramés physiquement, qui peut-être sur la fin du set, ça va peut-être être le cas et du coup, on va avoir des possibilités. Bon, ça reste quand même, il y a du gabarit. Ouais, il a été touché. Voilà, je parlais tout à l'heure de pas de contact. Martine qui va quand même au contact, du coup Cédric et Mathieu, donc Cédric Daré et Mathieu Fanac, nos arbitres français, ont sifflé très justement un penalty, si je peux me permettre, Jocelyn. Donc Cédric Daré et Mathieu Fanac qui étaient avec moi il y a maintenant un peu moins d'un mois sur le dernier championnat du monde en Chine. Donc on avait vécu une très très belle expérience et du coup on finit tous les trois là et pour officier sur la finale FIO. Allez, le penalty transformé par Benjamin Gallego et à du terme de ce deuxième set, les Français sont devant 18-16. Ça va très vite avec ce lob. Ouais, c'est vraiment, à 100%. Parce que il faut quand même remettre dans le contexte, hein, Jérôme. Là, lorsqu'on voit, eh bien, ça paraît simple et juste. Cet été à la plage, tenter un 360 déjà. Et ensuite, au sortir en 360, d'avoir la lucidité, d'avoir un gardien et de faire le geste juste bien dosé. Bref, tout ça mis bout à bout. C'est très très fort. Et tout ça avec la pluie aussi, avec un ballon qui glisse. Donc c'est très 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 fort. Allez, la plus. 20 secondes. Peut-être aller. Ouais, parce que Paul Moriou va poser le temps mort. C'est chose voilà. Avec il reste 12 secondes. Alors, si vous nous rejoignez, on a déjà eu sensiblement ce cas de figure plutôt dans la matinée. Si le score dans ce deuxième set reste à 18 partout, nous aurons droit au but en or et donc en or en repartant d'un entre-deux. Si par bonheur nos bleus remportent ce deuxième set, eh bien un set partout égale fameux shootout dont on parlait depuis tout à l'heure. Alors avant ce but en or, ce golden goal, on aura la possession de la balle. Ouais. Donc pour pouvoir marquer, pourquoi pas, 2 points. Derrière, on risque d'avoir un temps mort posé par l'équipe Draco. Et puis oui, pourquoi pas avoir ce golden goal ou derrière, bien sûr, tu as dû déjà l'évoquer, mais un point suffira pour gagner le set. C'est-à-dire qu'au handball et indoor, on est tellement friand de ces fins de match à couteau tiré, à enjeu, à suspense. On l'a pas tout le temps. Là, c'est quand même relativement monnaie courante d'avoir ce genre de scénario. Tout à fait. Allez, les 12 dernières secondes dans ce deuxième set avec Horace Quintin qui va relancer.
avec Benjamin Gallego, Akakpo, Gallego. Et on a réussi à faire voyager ce ballon qui rebondit sur le poteau. Le rebond, il est pour Akakpo. Et juste avant que le buzzer ne retentisse, ce but de Benjamin Gallego, ça fait 1-7 partout. Et donc les shoot-out. On a vraiment l'illustration de nos propos, mon cher Jérôme, en situation. Les Français qui avaient été quand même relativement ballottés lors du premier set ont fait table rase et sur la deuxième, ils ont été valeureux, conquérants et ont réussi alors qu'ils étaient menés 4-0. Hein, on se rappelle en début de deuxième set. 0-4, ils sont passés à 8-4. Ensuite, ça s'est un petit peu cherché. Le dernier mot dans ce deuxième set revient aux Français avec ces fameux shoot-out. Et donc là, avant que ça reprenne, les arbitres vont avoir également une grosse importance parce que là, on est vraiment au bout du suspense. Et là, chaque décision va être très importante, hein, toujours, parce qu'on va retrouver ces situations éventuellement de passage en force à partir du moment où les parties pris de ne pas mettre un gardien dans la zone. Pour les arbitres, c'est très très difficile de gérer ces shoot-out parce que tu l'as dit, le gardien qui sort, on peut avoir des situations où il y a des contacts et analyser dans une fraction de seconde comme ça ces contacts qui peuvent être soit un passage en force, soit un penalty, voire même un penalty et un carton rouge, avec tout ce qu'il y a autour, le public, les entraîneurs, enfin tout ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et quand on parlait tout à l'heure, on évoquait l'expérience pour les joueurs. C'est la même chose pour les arbitres. Ce n'est pas à eux de décider de la victoire d'une équipe ou de la défaite d'une équipe. Donc il faut vraiment trouver un équilibre dans les décisions, d'avoir une common line. Désolé pour mon anglais, mais tu as compris, bien sûr. une ligne commune, donc sur tous les fils conducteurs, exactement. Et c'est là où on voit l'expérience des arbitres et comment ils managent leur match et comment on manage les shoot-out. Eh bien voilà, on va aller voir ces shoot-out, on va aller voir aussi ces arbitres qui vont accompagner ce moment, ces moments toujours très attendus et très spectaculaires. Donc on va voir ici sur le premier, donc si le gardien ne sort pas, on va voir Mathieu qui va courir derrière Thiogo, donc le Portugais, pour voir vraiment sa position des pieds. Il va signaler si c'est 1 ou 2 points directement. Voilà, très beau shoot et c'est confirmé par Cédric, 2 points. Voilà, tout est en place. Super tir. Voilà, on parlait tout à l'heure, les joueurs qui se checkent au sortir de chaque shootout. Voilà, fair play jusqu'au bout. Ça doit quand même être assez agréable, hein, toi, quand tu switches de handball indoor, même si comparé à d'autres sports, c'est beaucoup moins bavard, mais de passer indoor à beach, il y a moins de complaintes, on va dire. Ça doit être agréable quand même. Tout à fait. Allez, Horace Quintin avec Axel Deschamps, avec le gardien hongrois, et qui a fait la fin de une sortie actuellement en revenant. Ça passe pour Axel Deschamps, 2 partout. Tu parlais en effet de ce switch indoor beach handball, il se fait sans problème et si je vais même plus loin, ce beach handball permet de rencontrer les joueurs dans un autre contexte. Ouais, c'est vrai. Voilà, quand tu sais, quand tu commentes les matchs de indoor toute la saison en LNH, en Liqui Moly, on va attendre quand même avec notre gaucher croate. Waouh. Ouais, le désaxé, vraiment poussé à son paroxysme pour contourner Maxence Galas, fait 4-2. Oui, de switcher de l'un à l'autre. Voilà, donc juste pour fermer la parenthèse rapidement, en indoor, on côtoie les joueurs que pendant le match et après c'est fini. Donc du coup, ça crée des fois des relations un peu conflictuelles. On a la chance au beach handball, les arbitres, de vivre pendant les stages équipe de France, de vivre à l'hôtel avec les joueurs. Donc du coup, de se côtoyer dans un autre contexte. On a une promiscuité qui favorise les échanges. Avec Laurence Sakakpo qui est un petit peu à la façon de Lucien Boura tout à l'heure a voulu désaxer, mais là il y avait les grands segments de la Slonai, le gardien hongrois qui s'interpose devant l'élite français. Je crois qu'il a vu son shootout de hier où il a fait la même chose, désaxé, il s'est retrouvé à l'horizontale pour tirer et donc il attendait en bas et du coup ça a été arrêté. Ouais, c'est Lucien Boura qui va relancer.
avec Martin Wiltrup. Martin Wilstrup, le Danois. Axel Deschamps qui va essayer d'aller contrer. Ouais, le lob bien maîtrisé. Mais on a vu tout ce qui est le champ des possibles dans ces séances de shootout avec le gardien, comme tout à l'heure, l'arrêt de Laszlo sur Akakpo. Et ici, on avait décidé de ne pas mettre Maxence Galas, mais un défenseur, Axel Deschamps, pour tenter de contrer. Mais Martin Wilstrup n'est pas tombé dans le panneau. Là où on a quelque chose de plus aussi par rapport à l'indoor, c'est que sur ces shootouts, on peut vraiment jouer avec les gardiens en défense, où on peut mettre, comme tu l'as dit, des joueurs qui vont aller chercher l'interception, qui vont aller chercher à gêner. Ah, bien joué. Aurélien Brodini. Et c'est dans ce sens notamment où Rémi Desbonnets, il s'est éclaté au beach handball parce qu'il pouvait être spécialiste sur le terrain, il pouvait jouer ailier gauche, il savait tout faire. Et puis dans les gardiens, il aime ce genre de situation où il peut aller chercher l'interception. De duel, C'est ça. de poker menteur avec son adversaire. Donc il faudrait un stop là pour revenir dans la course. Ouais, c'est bien fait. On a entendu la main de Maxence Galas, puis le poteau, donc il met en échec Andrew Domlin, l'Américain. Et voilà, à condition de transformer ce prochain shootout, les Français auront gommé l'échec lors du deuxième shootout. Et ça va être Allez, Horace Quintin avec la relance de Benjamin Gallego. Horace Quintin, oui, bien joué, parce qu'il était vraiment très proche en son contact, le Brésilien Thiago. Ouais, son désaxé lui a permis de passer à côté de Thiago et du coup d'aller chercher le tir et le but. Ouais, c'est des heures et des heures, la répétition du geste technique pour le maîtriser à la perfection de la sorte. Ah, Mikaï. Petite pression pour lui. Ah oui, bien sûr. Il connaît la pression. Ouais, face à Axel Deschamps qui va venir à proposer son 1m95 pour essayer de le contrer. Ah, et ça va passer. Le ballon a été touché, freiné, mais va malgré tout terminer sa course dans la cage. Ça fait 2 points supplémentaires pour la team Draco. Il faut marquer. C'est simple, on est en mort subite, cher Jérôme. C'est ça. S'il y a un échec pour Benjamin Gallego, c'est terminé. Sinon, on est reparti. Allez, c'est lui qui avait marqué ce victoire tout à l'heure. Le 360, bien joué, par en dessous. Face à Diogo Ferreira. Quand on parlait au début, avant que les shootouts ne commencent, de ces situations où il y a des contacts et où c'est difficile à gérer, ici on a un contact entre Diogo et Benjamin qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir laisser jouer, comme là les arbitres ont très bien fait pour finir sur une situation de 2 points. Donc je pense que tu as dû l'évoquer aussi ici, les 5 tirs. Après les premiers 5 tirs, on est à égalité. Là c'est mort ensuite, c'est ça. Voilà, les équipes changent de terrain. Tout à fait. Et puis on change aussi ceux qui tiraient en premier dans la première partie vont tirer en second. C'est pour ça qu'on a les Français maintenant qui vont être devant s'ils marquent bien sûr. Allez, ce sera au tour d'Axel Deschamps nouvelle fois avec la relance d'Horace Quintin. Ouais, il a pris la vitesse. Il a pris de la vitesse. Sur son premier pas, il avait déjà fait la différence. C'était ouvert un angle important. Il était en retard. Laszlo. Et voilà, ce sont les Français qui vont avoir le lead dans cette séance de shootout désormais. Alors Maxence qui met un peu de pression sur l'attaquant, puisque sur les shootouts, c'est aux attaquants à être en premier sur le terrain. Et du coup, quand on sait le tireur, après le gardien défenseur doit rentrer. Et Maxence a attendu au dernier moment là pour faire monter un peu la pression au Portugais, qui a été très 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 efficace pendant tout le match. Ouais. Diogo Ferreira face à Maxence Galas. La relance de Martin Wilstrup. Et le lob qui vient mourir juste sous la barre transversale. C'est bien dosé, c'est monsieur 100% Ah oui. presque, 2-7 et shootout compris, Diogo Ferreira.
Là, on était juste en face. On a bien vu que ça tourne de suite en une fraction de seconde. Et derrière, il a tout le temps nécessaire pour ajuster son tir et trouver l'angle qui va bien pour marquer les 2 points. Les Espagnols, les Portugais, ce sont des nations fortes dans le beach handball. On parlait tout à l'heure des European Beach Tour, le dernier en date à Lacano, qui avait vu ces 2 nations s'affronter en finale. Exact. Ces 2 clubs. Horace Quintin avec Lorraine Sakakpo. Oh, bien joué, bien joué. Et lorsqu'on parle d'aspect mental, nerf d'acier, sur les 5 premiers tirs, il avait été en échec, Lorraine Sakakpo. Il s'est représenté avec ce ballon subtilement glissé entre les jambes de la Slonaï. Ah, il faut avoir du culot, hein, parce qu'il fait exactement le même shoot que dans la première partie, qu'il n'a pas réussi. Et il continue avec son shoot à l'horizontale et il le marque. Oui, bravo. Dans la tête, c'est costaud. Allez, Luciane Bourra avec Axel Deschamps. Ah, il l'a dépassé. Il l'a dépassé. Ouf, ouais, c'est bien dosé. C'est très, très bien dosé. Et la partie pris aussi d'Axel Deschamps de venir réduire la distance d'intervention face à Luciane Bourra, qui a eu cette petite accélération qui lui a donné ce temps d'avance. Beaucoup d'expérience et ça lui a permis de prendre l'avantage et de prendre de vitesse. Axel. Allez, autour d'Aurélien Ambrogini. Voilà, ce showcase là aussi pour faire prendre de l'expérience le jeune de 2006. Ouais. Eh bien voilà, il va être confronté à ce genre de choses. Ah ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait, Horace Quintin. Oui, parce qu'on avait dépeint, Jérôme, toutes les possibilités. On avait oublié celle-ci, bien sûr. Si le défenseur vient très haut, bien là, la possibilité pour le relanceur, on va dire, eh bien de tirer cage à cage. C'est chose faite avec brio par Horace Quintin. 14-12. Voilà, et ça fait partie aussi, bien sûr, des tirs primés, gardien à gardien. 2 points. 2 points. Et on continue la course devant. Allez, il va nous sortir un contre Axel Deschamps. Oui, surtout que Martin Wiltrup, ça va pas être dans la fioriture. Ça va être très simple. Barre transversale rentrante. Il a dû, il se tourne vers le banc français avec les sourcils. Il dit oui, il y a ce brin de réussite, je dois le concéder. Mais voilà, là les personnes là dans les tribunes. Ouais, merci Marco pour le ralenti. Alors, le temps a été suspendu l'espace d'un instant. Là, on a regardé, il va terminer où, balle rentrante. Et ben, ça fait 14-14. Et on va continuer cette passionnante séance de shutout avec Horace, hein, qui venait de marquer 2 points supplémentaires lorsqu'il était relanceur. Maintenant, c'est lui qui va aller défier la Slonaï avec la relance de Vinge Gallego. Oh! Wow. Ça c'est audacieux. On a tout le monde qui a le sourire, même le coach adverse, hein, c'est pour dire. Le tenter une roucoulette quelque part, hein, dans le sable avec ses rebonds capricieux et incertains. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment rarement vu. Il faut vraiment être culotté pour tenter ça à ce moment du match. Ah mais là on est, alors certes c'était pas le dernier tir, parce qu'il va y avoir encore la team Draco qui va cesser, mais c'est dans la tête, ça a dû faire un peu mal à l'équipe Draco. On va voir. Allez, Maxence Galas, peut-être une prouesse. Oui, il est pas loin. Il est pas loin du tout. Maxence Galas devant l'Américain. Tir de Benjamin Gallego. On va voir, mais je vois bien si Benjamin marque son tir, je le vois bien aller dans les cages pour défendre et mettre un peu le feu sur l'attaquant pour essayer de le déstabiliser. C'est très probable. En attendant, il faut réussir son shootout avec Luciane Bourra, une première feinte, un 360. Ouais, c'est bien maîtrisé. Et ouais, là, allez, on est dans l'esprit, mais il y a... C'est exactement ça. On a vu le petit sourire là de Mathieu. Qui veut dire que, attention, en compétition vraiment internationale, ça méritait autre chose. Et là, on est plus sur de l'arbitrage, pas pédagogique, parce que les joueurs savent tout faire et connaissent les règles. Mais voilà, priorité à la spectacularité. Chaud. Ah, là, c'était bon. L'ami Max dans les cages, en défense.
Sur Allez, Mika. ça, Mikaï. Hop là. C'est la relance qui était difficile. Le ballon glisse, on l'a souligné. Bien voilà. Voilà. Voilà l'équipe de France qui remporte ce match face à la team Draco. On a vu 2-7 Mika à qui 1. était au milieu, qui était pris au piège au milieu de l'équipe de France. C'est ça aussi le beach. Ah, il était entre eux. Bien voilà une belle partie remportée par l'équipe de France. 2-7 à 1. 22-12 dans le premier set remporté par la team Draco, 19-18 avec le tir au buzzer de Benjamin Gallego. Et voilà, on a regardez ce match. Et bien vous avez un condensé de tout ce que peut vous apporter en termes de spectacle, en termes de tension, d'émotion le beach handball. Hein. C'est un bon résumé, mon cher Jérôme, n'est-ce pas? Jocelyn, je pense que tu l'as très très bien résumé. Et quand on voit des matchs comme ça, et donc venez nombreux demain, dimanche et encore lundi. En plus, il va faire beau. Donc venez voir tous ces matchs, c'est très spectaculaire et il y a une joie de vivre de tous ces joueurs là. Enfin, vous allez vous régaler. Victoire de l'équipe de France face à Team Draco, à suivre Hydra face à Lyra. Merci infiniment Jérôme, on aura l'occasion de décrypter encore ces rencontres comme tu l'as dit tout au long du week-end avec la météo plus clémente. En attendant, on a encore 4 matchs à suivre avec encore une fois ces équipes de France. On retrouvera à 19h l'équipe de France féminine face à la Team Vela et donc cette équipe de France qui vient de s'imposer face à Draco, bien essayer là de titiller aussi la Team Aquila. Merci à toi Jérôme, à tout à l'heure et puis bon spectacle. Ouais, merci Jocelyn et à demain pour prendre autant de plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, petite respiration et on enchaîne avec un prochain match, Team Hydra contre Team Lyra. À tout de suite. Rien lâché jusqu'au bout. Cette victoire aura été cherchée dans les dernières secondes du deuxième set et dans les derniers instants des shootouts. Et avant la rencontre entre la Team Hydra et la Team Lyra chez les filles, on prend évidemment la photo souvenir pour l'équipe de France, la photo souvenir après cette superbe victoire face à la valeureuse Team Draco. C'était pas facile pour les deux équipes, notamment pour l'équipe de France. Tiens, un petit résultat hors beach handball. L'équipe de France de rugby à 7 est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. Ce sera ce soir face au Fidji. Petit résultat, voilà. Et évidemment, on va accueillir l'un des hommes de cette rencontre. Je vais demander à Axel Deschamps de me rejoindre. Axel Deschamps, si tu m'entends, merci de bien vouloir me rejoindre. On va lui poser une ou deux petites questions à Axel après ce match, évidemment, pendant que les filles sont à l'échauffement. Et je vous rappelle d'ailleurs, pour suivre toute l'actualité du beach handball, n'hésitez pas à suivre la Fédération française de handball sur les réseaux sociaux. Alors, Axel Deschamps, est-ce qu'il est en train de prendre les photos? On profite pour l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si on m'entend de l'autre côté du terrain. On va l'attendre gentiment. Voilà. Je vous rappelle des matchs toutes les heures, messieurs, dames. On a eu les deux premiers de l'après-midi, l'équipe de France féminine, l'équipe de France masculine. À 17h, dans quelques minutes, on aura un match du tableau féminin. 18h, les garçons. 19h, l'équipe de France féminine. Et à 20h, on terminera avec l'équipe de France masculine. Allez, Axel Deschamps. Et oui, c'est la rançon de la gloire, Axel Deschamps. Les photos après la victoire, Axel. Merci de nous rejoindre. Félicitations. Axel, c'était un match que vous êtes allé chercher jusqu'au bout. On a eu une première mi-temps, on va pas se mentir, en tout cas au niveau du score, qui a été largement dominé en tout cas par la Team Draco. Et puis le sursaut
dans le deuxième set, pardon, le réveil, la victoire à la dernière seconde, et puis c'est allé jusqu'au bout du bout des shoot-out. J'imagine que tu es content, c'est quand même une grosse perte de battre cette équipe. Ah bah oui, bien sûr. Déjà, bonjour. Bah oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit au premier set, eh bien, on perd de 10 points. Deuxième mi-temps, on a su se ressaisir un petit peu. Et il fallait. Et puis, on a dit qu'il fallait qu'on s'amuse. Enfin, c'est l'objectif un petit peu du tournoi, faire du spectacle. Et puis, on a su remonter la tête et on s'est amusé. Axel, c'est quoi selon toi qui a changé entre les deux sets? Le premier perdu assez largement, le deuxième où c'était beaucoup plus serré, vous aviez même eu la main sur ce deuxième set. Ça a été quoi les petits changements selon toi qui ont fait la différence? Bah, on n'a pas forcément changé de tactique. Après, à mon avis, en première mi-temps, c'était la première fois qu'on jouait contre des joueurs un petit peu mondial comme ça, donc ça nous a fait un petit peu un choc. Mais après, on a su se réadapter en deuxième mi-temps et puis on a saisi notre chance et on l'a prise. C'est donc une très belle performance pour l'équipe de France. On vous retrouvera à 20h. Je vais te laisser aller te sécher en tout cas. Et puis je crois que tu as encore quelques photos à prendre. Merci beaucoup Axel Deschamps. Un très beau match. Bravo pour ce premier match de la journée. Axel qu'on retrouvera donc à 20h avec l'équipe de France qui clôturera cette journée. Ce sera face à la team Aquila. Mais en attendant, ça va être